Merci d'être là en direct sur LN24 au cœur d'une Belgique où nous allons tout vivre, tout partager avec vous. Une Belgique qui s'exporte aussi avec des problèmes parfois. La preuve ce soir, avec la grande affaire, nous reparlerons du dossier Nafi Thiam. Avec cette question, doit-elle renoncer à concourir à partir de vendredi sur l'heptathlon? Le conflit a été tellement loin avec la fédération sur cette histoire de sponsor, mais pas seulement, qu'elle devrait peut-être rentrer au pays. On se posera la question dans un instant. Nous irons aussi du côté de Charleroi, où vous allez le voir, les citoyens prennent le pouvoir, on va les consulter, ils pourront même peut-être décider de certaines choses. Qui sera tiré au sort? On vous dit tout dans quelques instants. Nous serons aussi à Anderlecht, dans un quartier sous haute tension ce soir. Le mouvement réformateur organise une conférence autour des frères musulmans et une menace plane sur la sécurité de cet événement. Nous serons sur place avec Émile Taureau pour avoir les dernières informations en direct ce soir. Enfin, un homme, il s'appelle Benoît de Mister Genius, a décidé avec d'autres d'inventer une méthode pour nous déconnecter des écrans, nous désintoxiquer. Et pas seulement les enfants, les adultes aussi, tout ça doit se régler en famille. On en parlera ce soir avec le clan de la jeune génération. Jordan Renard, fier représentant, peut-être même le plus jeune autour de cette table, à moins que Camille Terlinden lui fasse concurrence. C'est moi la plus jeune. Et puis de l'autre côté, les aînés sont bien représentés aussi dans la catégorie senior. Je vous propose Steve Gris, l'avocat numéro 1 de ce pays, et puis Ludivine de Magnanville, senior, pas si senior que ça. Bah non. Bienvenue dans 100% Belge. C'est pour rire, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette se paye. Je vends des cornichons. Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. Ces mots sont passés inaperçus à cause du générique. Mais Ludivine de Magnanville vient de nous dire « je suis méga fraîche ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement « je suis méga fraîche » Parce que j'ai un petit doute sur le sens de cette phrase. Eh ben, ça veut dire qu'il y a un de mes collaborateurs la dernière fois qui était étonné que je n'avais que 37 ans. Donc voilà, je suis désolée, je ne fais pas partie des seniors. Enfin, je ne le pense pas. Jordan, vous allez pouvoir nous dire si effectivement vous trouvez que Ludivine est méga fraîche. Oui, vous êtes méga fraîche. Merci. Camille, est-ce que vous pouvez confirmer à Ludivine qu'elle est méga Mais fraîche? bien évidemment! Super méga fraîche, je dirais même Steve, plus. pouvez-vous confirmer à Ludivine qu'elle est donc méga fraîche? Incontestablement. Eh bien, c'est dans une, Ça devient dans un une groupe de fraîcheur. soutien. Ah ouais. C'est un groupe de soutien, merci. C'est dans une fraîcheur absolue que nous allons pouvoir parler de la rentrée étudiante parce que ça fait quelques jours que cette sonnerie a retenti aussi dans les universités. Les étudiants et les professeurs ont fait leur retour, oui, mais certains ont utilisé une drôle de méthode pour revenir. Regardez ces images. On est du côté de l'université de Liège avec le professeur Quentin Michel qui est arrivé à cheval pour son premier cours de l'année. Pourquoi est-il arrivé à cheval? Parce qu'il avait promis à ses étudiants l'année dernière que si les résultats, le taux de réussite augmentait, il ferait sa rentrée à cheval. Parole tenue, Jordan. Moi j'adore, je trouve ça génial. Eh ben, vous savez quoi, ça donne envie de revenir à l'université, ça. Clairement. Franchement, moi, je trouve ça génial. Bravo, professeur. Merci de faire le buzz aujourd'hui et pour la bonne cause et continuer à faire grimper les résultats. Ça permettra peut-être à d'autres professeurs d'arriver eux aussi avec un moyen de locomotion très particulier. Il est l'heure de faire le tour du pays et surtout des visages de ce pays. C'est peut-être les vôtres. Avec 3 visages qu'on voulait mettre à la une ce soir. D'abord le visage d'Arthur, frappé, violenté en plein match de foot. Sa vie a même été menacée à un moment donné. Nous parlerons aussi de Benoît Jacob, cet échevin de l'enseignement qui doit faire face à des parents très remontés. Pourquoi? Parce qu'il paye 1 000 € de plus à l'occasion de cette rentrée scolaire. Et puis Morgane de Tinlot, vous l'avez suivi dans l'émission de Nagui, n'oubliez pas les paroles. Elle a été éliminée, oui, mais avec 270 000 €. Elle a repris le chemin du boulot et Jordan a toutes les infos pour nous ce soir. Mais d'abord, arrêtons-nous donc sur la personnalité d'Arthur. C'est le premier visage de ce soir, un visage cabossé, un visage endommagé. À propos de foot, on aurait aimé vous parler plutôt de la victoire de l'Union Saint-Gilloise. Et je sais, Steve, qu'en tant que supporter de l'Union, vous étiez devant votre télé hier soir. C'est évidemment les images du football belge tel qu'on l'aime. Et puis, il a le football belge tel qu'on le, déteste, avec ce qui est arrivé à Arthur. Regardez cet article. Il a donc été violemment frappé lors d'un match de foot amateur. Il faut quand même bien vous dire qu'on est à un niveau, avec tout le respect qu'on a pour ces clubs, relativement limité. Le club de Wavre était d'un côté du terrain, et il menait d'ailleurs 2-0 à l'occasion face à l'équipe d'Incourt, autre équipe amateur. A priori, tout ça devrait se dérouler dans une sorte de bonne humeur et de plaisir partagé. Eh ben non, voilà ce qui est arrivé à 2-0 pour Wavre. Dans un duel anodin, Arthur s'écroule au sol alors qu'il tente de se relever. Un joueur de l'équipe adverse prend son élan et lui assène un violent coup de pied en pleine tête. Transporté d'urgence à l'hôpital, il subira une lourde opération des sinus et gardera des séquelles à vie.
pas de football avant la fin du mois d'octobre. Steve, je m'adresse à l'homme de droit sur ce plateau. Le joueur qui a commis cet acte, on est sûr aujourd'hui qu'il ne remettra plus les pieds sur un terrain de football ou c'est plus compliqué que ça ? Alors, c'est pas plus compliqué, mais on est sûr de rien à ce stade parce qu'il n'y a pas encore de décision à ma connaissance qui a été rendue. J'ai regardé les règlements de l'Union belge de football et de l'Association des clubs francophones de football. Il y a plusieurs types de sanctions. Ça va de la réprimande au blâme, à l'amende, à la suspension, jusque la radiation. À mon avis, la question de la radiation à vie de ce joueur va se poser très sérieusement et il est possible, voire même probable qu'une radiation soit décidée. En plus de cela, le joueur victime peut totalement aller devant les tribunaux civils pour demander une indemnisation. À partir du moment où on sort totalement des règles du jeu et qu'on est dans la violence à l'état pur, qu'il va subir un dommage à vie, il a le droit à une indemnisation et il pourra, en plus de la procédure disciplinaire, aller devant les juridictions civiles pour demander une indemnisation. C'est évidemment pas grand-chose par rapport au dommage qu'il a subi, mais c'est le respect de ses droits. Donc sanction à la fois sportive, mais aussi par les voies, entre guillemets, plus traditionnelles, plus légales, même si tout est légal dans cette affaire, bien évidemment. J'ai vu votre regard choqué, Ludivine, en voyant le visage d'Arthur, et je vous interpellerai évidemment là-dessus dans un instant. Mais c'est pas faute. C'est pas faute d'avoir fait des campagnes de prévention et de prévention pour dire arrêtons la violence sur et au bord des terrains de football. En Fédération Wallonie-Bruxelles, un jeune sur 4 est victime de violence dans son club de sport. Cela peut être votre fils, votre joueuse, votre coéquipier, votre arbitre. Tous témoins, tous responsables. Ensemble, mettons la violence hors jeu. On en a fait des dizaines et des dizaines des campagnes comme celle-là, et c'est pas qu'elles sont inutiles, mais c'est qu'elles ont montré leurs limites. Du moins d'après Jacqueline Galland, la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui dit la prévention, c'est bien, mais au vu de l'escalade de la violence, à un moment donné, il faut passer aux sanctions. Quand vous voyez le visage d'Arthur, Ludivine, vous vous dites, oui, elle a raison, la ministre, à un moment donné, on doit taper plus dur, plus fort. Mais moi, je ne cautionne aucune violence et je ne peux pas m'empêcher, et c'est terrible, mais je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des parents et de ce jeune homme qui se retrouve à un match de foot et qui se fait casser la gueule jusqu'à aller à l'hôpital. Enfin, moi, ça me dépasse complètement et je n'ai pas de mots face à ça. Je suis désolée, je suis pas à l'aise. Le fait qu'on soit dans le foot amateur, Jordan, ça vous dérange encore plus parce que je vais pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Évidemment que quand on joue, quel que soit le niveau, le but c'est de gagner et on est tous quelque part des sportifs dans l'âme et des compétiteurs dans l'âme. Mais quand même, à ce niveau-là, il n'y a pas un truc qui cloche ? Bien sûr que si. Moi aussi, je supporte pas quelque violence que ce soit. Surtout qu'un sport, c'est censé promouvoir plein de valeurs, le respect, le vivre ensemble, etc. Et quel exemple on donne aux enfants. C'est quand même hallucinant de voir que ce soit des joueurs de foot ou les parents utilisent la violence pour régler des problèmes. Enfin, je veux dire, Mais on a un problème, Camille, avec le sport ou avec le foot ? Parce qu'on a l'impression que c'est toujours le même sport qui est concerné. En tout cas, diront certains. Non, moi j'ai l'impression que la violence elle est partout et à cet âge-là, les enfants parfois ils sont un peu bêtes, ils suivent la masse et alors l'effet de masse où il y en a plusieurs qui sont contre, et fait que les autres se rallient à cette masse justement pour ne pas être victimes à leur tour. C'est plus ça que je trouve triste. Il y a ça à l'école, il y a ça dans les clubs de sport. Moi, ça ne m'étonne pas, mais effectivement, c'est très triste. Des enfants, on est quand même sur quelqu'un de majeur ici, si je dis pas de bêtises. Steve, vous qui avez suivi un petit peu le dossier. Oui, mais on n'est pas face à des gamins de 8-9 ans. Quoi. Maintenant, le sport, c'est de l'émotion, et le football, c'est de l'émotion dans nos contrées, en tout cas décuplées. Ce qui fait qu'il y a à la fois des émotions très positives qui se mettent, mais aussi des émotions très négatives. Et c'est très souvent, et le plus souvent dans le football amateur, que d'ailleurs les plus grands dommages et les plus grands problèmes se créent parce qu'il n'y a justement pas assez d'encadrement et pas assez de répression. Et c'est l'avocat qui le dit ce soir, l'avocat qui nous a donc parlé de radiation en disant « je ne peux pas m'avancer ». Mais c'est sans doute le scénario le plus probable. Je voudrais vous montrer un deuxième visage. Ce visage, c'est celui d'un échevin de l'enseignement. Il s'appelle Benoît Jacob. Il est échevin du côté d'Ottigny, Louvain-la-Neuve. Et il fait face à la colère de certains parents dans une école en particulier de sa commune, l'école communale Lozelle. Une maman là-bas a sorti sa calculette et elle a fait ses comptes. Voilà ce que ça donne, des tarifs scolaires, et c'est dans la DH du jour, de 1 000 € en plus cette année. Et avec des conséquences très particulières pour les enfants. Cette maman, nous ne vous dévoilerons pas son visage, mais les propos sont suffisamment clairs. Dans le meilleur des cas, dit-elle, les parents vont minuter au plus juste le temps d'accueil des enfants. Certains renonceront peut-être à un repas pour compenser l'augmentation des coûts d'une garderie. Dans le pire des cas, dit-elle, des parents qui n'auront pas d'autre issue vont diminuer leur temps de travail, voire même arrêter de bosser. Camille, soyons précis sur les faits.
comment est-ce qu'on arrive à 1 000 € de plus que l'année dernière pour certains parents? Eh bien, j'ai interrogé la fédération Wallonie-Bruxelles et pour eux, ce qui explose, ce sont les frais facultatifs, donc les repas chauds, la garderie, les voyages scolaires, etc. Et tout ça, c'est l'école en fait et le pouvoir organisateur qui fixe les tarifs. Donc, prenons par exemple les repas chauds comme exemple. Ils sont gratuits seulement pour des projets pilotes subsidiés, mais sinon, c'est vraiment l'école et le pouvoir organisateur qui fixent les prix. Et puis l'administration, elle me rappelait que selon Stade Bell, l'inflation, elle est en dessous de 2%, donc pas de quoi générer une hausse de 1 000 € par an pour les parents. Donc elle dit que ils disent que c'est pas lié à une indexation générale, mais plus à des choix locaux. Donc c'est les choix de l'école, enfin du pouvoir organisateur, et ici en l'occurrence, c'est la commune qui est maîtresse de ces tarifs. Alors il y a les frais de garderie, il y a les frais de cantine, il y a même les classes vertes qui étaient gratuites, en tout cas en partie, qui deviennent payantes. À la fin, Ludivine, 1 000 € de plus, comment vous faites en tant que parent pour absorber ça? Moi, il y a un truc qui me gêne dans l'histoire, c'est que finalement, c'est quand on a son enfant dans l'école qu'on se rend compte que ça a augmenté. Je me demande si la communication a été bonne là-dessus. Là, je parle pareil encore en tant que parent, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir ce qu'on va payer à l'avance. Donc, quand on met les repas chauds, moi, j'ai vu qu'effectivement, les repas chauds augmentaient de 16%. Alors, je suis bien placée pour savoir que tout coûte plus cher et qu'il y a une inflation de dingue au niveau des produits, en tout cas de première nécessité en termes de nourriture. Donc ça, je le sais et je le vois. Mais je pense qu'il y a dû avoir, dans le passage classique, donc un conseil communal qui a dû avoir statué sur les prix et les nouveaux tarifs, et ensuite une communication. Là, soit madame est passée à côté de la communication, soit finalement... Soit on l'a fait trop tard. Une fois que la rentrée est passée, vous apprenez que tout augmente, avouez que la pilule est difficile à avaler. Ah, je peux comprendre qu'elle soit difficile à avaler, surtout si on n'est pas au courant du truc. Et si effectivement, comme le dit Esther, des parents doivent changer de rythme de vie, voire même abandonner leur boulot pour absorber ces coûts supplémentaires, on marche vraiment sur la tête en ce moment. Je voudrais qu'on passe à un troisième visage qui va peut-être nous réconcilier avec la Belgique ce soir. Ce visage, c'est celui de Morgane de Tinlo, qui a fait la fierté de notre pays pendant des jours, des semaines, dans l'émission de Nagui, n'oubliez pas les paroles, avant d'être éliminée, oui, mais avec 272 000 €. Je voulais vous remercier, tout d'abord parce que vous faites vivre la chanson française et je trouve ça incroyable, vraiment. Parce que c'est une émission, moi je pense qu'elle ne peut pas se terminer en fait, c'est impossible. Si vous pouvez envoyer un texto à la direction de France 2, ça m'arrange, à ce moment-là, je vous donne un numéro. Et donc je voulais dire aussi pour tous ces gens qui regardent, en fait ces larmes, c'est pas juste parce que ça s'arrête, je vais pas avoir une plus grosse cagnotte de quoi, c'est une aventure humaine avant tout. Et les larmes ont peut-être séché en voyant la file à la boulangerie, parce qu'elle travaille dans une boulangerie du côté de Tinlo depuis d'ailleurs plusieurs années, et on se presse là-bas, on se bouscule au portillon, Jordan, pour prendre des selfies avec Morgane, qui n'est d'ailleurs pas toujours là. Est-ce qu'on sait par ailleurs ce qu'elle a décidé de faire de ces 272 000 € ou pas? Elle garde ça secret. Oui. Alors, on sait ce qu'elle va en faire. Donc, dans un premier volet, elle va en faire profiter ses proches. Elle va donner 20 000 € à son papa. Parce que si elle avait donné 200 000 à son papa, je ne suis pas sûr que le banquier aurait été super content. Non, c'est 20 000 € à son papa, qui a été ouvrier toute sa vie, et pour le remercier de tous les sacrifices qu'il a fait pour elle, elle va lui offrir ça. Elle va récompenser ses frères et ses sœurs parce qu'ils sont très proches. Et alors aussi, c'est vraiment quelqu'un de bien parce qu'elle a un rêve, c'est d'en faire profiter la cause animale et d'offrir son propre refuge. Elle est très investie par rapport à la lutte contre l'abandon des animaux, etc. Et donc, elle va mettre de l'argent là-dedans. Ça, c'était un premier volet. Heureusement, elle pense quand même... Elle en garde un peu pour elle ou pas? Exactement. Elle en garde quand même un peu pour elle. Elle a gagné 3 voyages, donc évidemment, elle va voyager. Elle pense à ses travaux, à sa maison. Elle va rembourser les dernières factures des travaux de sa maison. Elle va s'acheter un van pour partir avec son amoureux et son chien pour faire quelques mois de voyage, quoi. Ce qui est génial, Steve, c'est de voir qu'elle n'a rien changé à son mode de vie. Elle a à peine terminé l'émission qu'elle replonge déjà dans la farine et dans le reste de la boulangerie. Moi, je trouve ça très sympa. En tout cas, je la connais pas, je connais pas du tout l'émission, mais je trouve ça c'est une très bonne manière de dépenser son argent, mieux que sur des plateformes chinoises, certainement. Vous ne la connaissez pas, encore, parce que nous avions tout à l'heure confié une mission à Jordan. On lui a dit, si tu t'intéresses au dossier de Morgane, si tu l'appelles, essaye de l'inviter dans l'émission. Non. Il est 18h14, cette mission vous a été confiée, Jordan, à 9h du matin. Vous avez donc eu plus de 9 heures pour réussir ce tour de force. Morgane va-t-elle venir, oui ou non, bientôt sur ce plateau? Alors en effet, je l'ai contactée, elle est très sympa. Elle ne pourra pas venir sur le plateau.
attendez, je vous explique. Non, mais je rentre à la maison. Non, je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. C'est pas qu'elle veut pas se déplacer. Elle viendra avec plaisir plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, elle est 17e dans le classement des meilleurs maestros de l'émission. Et donc, elle est en pleine révision pour le tournage et en tout cas pour les Masters 2025 qui seront en diffusion au mois d'octobre. Et donc, voilà. Malheureusement, elle reste focus sur son travail, mais elle viendra avec nous nous voir d'ici. Ça, dans le jargon, ça veut dire tu t'es pris un râteau, mais on reste amis. Ah non, c'est pas vrai. On sortira pas ensemble, on couchera pas ensemble, mais restons bons copains. C'est ça que ça veut dire, Jordan. C'est tout. Non, elle est très sympa et elle m'a promis. Répète, elle est très sympa. Non, mais c'est vrai. Mais il faut pas croire que non, elle est occupée de réviser. Je vous assure que c'est vrai. Morgane, si tu nous regardes ce soir, sache que la porte de ce studio restera éternellement ouverte. Avant ou après Nagui, on est toujours prêt à t'accueillir et il y aura toujours une place à côté de Jordan. La preuve avec le tour du pays. Avec 3 escales ce soir, nous passerons du côté de Bruxelles où ça ne s'arrange pas pour le palais de justice. Nous serons à Herstal où on va relancer la production de munitions. Et puis nous serons à Charleroi où les citoyens vont pouvoir peut-être diriger la ville. Mais avant ça, faisons un premier arrêt ce soir du côté d'Anderlecht parce que là, dans quelques minutes, va démarrer une conférence sous haute sécurité. On ne comprend pas très bien d'où vient cette tension. Émile Taureau, vous êtes pour nous sur place ce soir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette conférence et pourquoi autant d'insécurité autour de cet événement ? Ouais, bonsoir Thibaut, je me trouve ici devant la salle Birmingham qui est une salle d'événement à Anderlecht et ce soir cette salle elle accueille une conférence un peu particulière, c'est une conférence du mouvement réformateur et cette conférence elle a pour titre « Quelles mesures face aux frères musulmans ?» Alors cette conférence elle a soulevé de nombreuses polémiques et elle fait débat en fait tant que ce soit par rapport à la thématique, celle des frères musulmans, que par rapport aux invités qui sont invités ici et qui sont critiqués par de nombreuses organisations. D'ailleurs, ces critiques, on a pu les voir sur les murs du bâtiment où ce matin, on a retrouvé des tags sur lesquels on pouvait lire par exemple GLB fasciste ou encore MR raciste. Alors la conférence, elle inquiète tellement que le bourgmestre a dû mettre en place un dispositif de sécurité particulier. On a rencontré ce bourgmestre tout à l'heure. Je vous laisse avec son intervention et ses explications. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour faire un nouveau point sur la soirée. La police a évidemment fait une analyse de risque par rapport au profil particulier, on va dire, des intervenants, mais aussi des appels qui ont été repérés sur Internet, sur Facebook, de venir noyauter la rencontre. Et donc cette analyse de risque, elle a mené à la conclusion qu'il fallait des mesures renforcées de sécurité. Et comme la conférence commence exactement à 18h30, on retrouvera Émile tout à l'heure pour savoir si ça chauffe ou pas sur place. Il y a ce petit palmier qui donne quand même un petit goût de vacances, hein, Jordan. Oui, un petit rayon de soleil. Ouais, pas sûr que ça suffise totalement à détendre les esprits, mais on verra ça tout à l'heure. En attendant, restons du côté de Bruxelles et du côté du palais de justice. Ce fameux palais de justice dont on vous parle depuis des années et des années. Ces échafaudages, ces travaux et le reste, on pensait en être bientôt débarrassé. On en avait eu presque la promesse. L'objectif est de finir cette restauration-ci en fin 25 dans le budget et les délais prévus. Ça va être terminé bientôt. Mais quand on chauffait la responsable du chantier, elle disait quand même « Je vous avoue qu'il y a des petits problèmes à gauche, à droite et que c'est pas gagné. » On rencontre quotidiennement des petits problèmes à résoudre, mais il n'y a jamais rien qu'on a rencontré qui n'est pas possible de résoudre. Le résultat le prouve aujourd'hui. Et puis voilà ce qu'on apprend dans la DH d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des infiltrations d'eau partout, que le palais de justice est en train de se noyer, qu'on a même saboté des chasses d'eau dans les toilettes. Alors Steve, c'est un endroit forcément, de par votre profession d'avocat, que vous connaissez. On sabote ce palais de justice ou c'est quoi ? C'est une légende urbaine, ça ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un sabotage volontaire. Il y a peut-être des actes isolés, mais en tout cas, vous savez, c'est le plus grand palais de justice du monde. Lorsqu'on fait des travaux dans un appartement, souvent, il y a des choses inattendues. Lorsque vous rénovez le plus grand palais de justice du monde, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait de l'inattendu. Une chose est certaine, c'est qu'il a été laissé à l'abandon pendant des décennies. Et que maintenant, il y en a pour des décennies de travail. À l'extérieur, comme c'est le fait maintenant, mais à l'intérieur. Moi, je ne vais quasi plus dans les salles d'audience parce que vous risquez d'avoir ça peut vous tomber sur la tête. Dessus. Vous avez des éléments pour des seaux pour maintenir l'eau. Donc, honnêtement, il est inexploitable. Mais c'est Koh-Lanta, votre truc, là.
Oui, c'est pour ça qu'on y Il va. faut vous filmer, on va en faire une émission. On y va de moins en moins. En tout cas, c'est très dangereux. dangereux comme palais. Oui, alors, je vous livre quand même, parce que ça confirme un peu ce que vous dites, hein, les propos de la Cour d'appel qui dit ceci: nous attendons la réponse des autorités compétentes afin que les conditions minimales de sécurité et de dignité requises pour l'exercice de nos fonctions soient garanties. Ça veut dire, Steve, qu'il y a des procès qui ne se tiennent plus pour l'instant ou qu'on reporte parce que précisément c'est dangereux de se rendre là-bas? Non, ça, je ne pense pas. À Nivelles, il y a eu le cas, pas à Bruxelles, mais surtout, il y a un problème de juge, il n'y a pas assez de juges. Donc, à la Cour d'appel de Bruxelles, vous attendez entre 5 et 10 ans votre procès. Et donc, c'est pas seulement les infrastructures, c'est un manque de cadre. Et ça fait des années que le bâtonnier, que les juges demandent un refinancement. On ne voit absolument rien venir de structurel. Je vous jure qu'on va mettre une caméra spécialement sur Ludivine pendant toute l'émission parce que depuis le début, elle fait c'est pas possible. Les expressions Mais c'est pas faciales. possible. L'histoire d'Arthur, c'est pas possible. L'histoire de qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure encore? On a eu des quoi comme mauvaises nouvelles? Jordan qui n'a pas pu recevoir. Jordan qui n'a pas pu avoir des nouvelles de Morgane, c'est pas possible. Mais là, l'histoire du palais de justice, c'est le dernier clou de votre cercueil, ça. Mais en fait, moi, je suis désolée, mais là, je me dis, mais ça va encore coûter une pêche, cette histoire. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers comme ça où, de temps en temps, on dit, oh là là, ça va coûter trop cher, on va pas y aller, on attend. Là, le métro 3 à Bruxelles, c'est une catastrophe. La gare de Mons, ça a été une catastrophe aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un mauvais karma sur les travaux. Enfin, on est nuls, quoi. Je n'ai personnellement jamais connu le palais de justice sans travaux. Je suis née, il y avait c'est déjà plus les que les travaux. On parlait de la semaine passée. Si vous voulez, les politiques parlent de tolérance zéro. Si vous voulez parler de tolérance zéro, mais que vous n'avez pas de juge, que vous n'avez pas d'enquêteur, que vous avez 10 ans pour être jugé, vous n'aurez jamais cette tolérance zéro. Donc la justice, ça va coûter une pêche. Oui, parce que c'est le troisième pouvoir et il doit être financé. Il là, ne je l'est parlais pas des du tout. travaux du bâtiment. Oui, mais c'est un des éléments. C'est la manière où on exerce la justice et qui l'exerce. Il n'y a pas assez de monde. Ils ne sont pas assez payés. Vous savez qu'il n'y a plus de papier des fois dans l'imprimante. Pour imprimer les dossiers. On va envoyer des pigeons voyageurs comme à la grande époque, mais on vit quoi au Moyen-Âge encore là ici, entre la pierre qui tombe, les juges qui sont pas là. Mais c'est un truc de dingue, Jordan. Et en plus, ça commence à se savoir, quoi. Enfin, je veux dire, vous savez très bien que non, ça date pas d'hier. Vous êtes délinquant, vous savez très bien que finalement, ça sera dans quelques années et finalement vous vivez votre vie comme. Enfin, je parle pour quelques faits aussi pas très graves, mais vous savez que vous pouvez voler quelque chose et que vous n'êtes pas forcément tout de suite jugé. Enfin, c'est vrai. Ça prend du temps. La cour d'appel, comme je vous dis, bien que vous êtes en appel, c'est entre 5 et 10 ans pour être jugé. C'est pas normal. Enfin, voilà, 5 et 10 ans. Et on en reparlera tout à l'heure pour la question du bien-être animal. Vous allez voir que là aussi, les sanctions, c'est quasi rien ou presque rien. Mais ce dossier-là, on le laisse au chaud. En attendant, autre destination ce soir et surtout autre coin du pays, nous sommes du côté d'Herstal. Herstal où on aime bien publier sur les réseaux sociaux des petites vidéos sympathiques pour montrer que ça bouge, qu'il y a du soleil, qu'il fait bon vivre. Ouais, mais il y a aussi des squats comme ce site totalement abandonné qui était squatté d'ailleurs par des dealers depuis des années. C'est là que la FN Herstal va installer une nouvelle ligne de production de munitions. Et le ministre wallon Pierre-Yves Jehollet était très content hier de dire « Bah ouais, on relance l'activité parce qu'on en a besoin ». Mais écoutez, on souhaiterait vivre dans un monde de paix, se réveiller demain et entendre des bonnes nouvelles et d'avoir la paix partout dans le monde. C'est le contraire. Aujourd'hui, vous vous réveillez le matin avec des mauvaises nouvelles, une actualité qui n'est pas du tout réjouissante. Et on doit évidemment penser aussi à la population, à nous, aux générations futures, à nos enfants. Et on doit évidemment s'équiper. On doit faire en sorte qu'on doit pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens. Aujourd'hui, la menace russe est au quotidien de plus en plus importante. Et donc, oui, nous avons besoin d'industrie avec une capacité de production. Il y a comme un léger contraste entre le costume de Pierre-Yves Jehollet et les tags derrière. On sent que c'est pas son milieu naturel. Apparemment, les dealers vont évidemment changer de quartier, voire carrément disparaître puisqu'on va installer une activité économique. Reste la question, Jordan, est-ce que tout ça va créer de l'emploi ? Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour postuler? Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle, évidemment. Qui dit aménagement, agrandissement, dit engagement. Pour l'instant, il y a 3000 personnes dans tout le groupe. On va y ajouter une centaine pour 2027. Centaine de nouveaux emplois. De nouveaux emplois, rien que pour la cartoucherie qui va être créée pour 2027. Et alors, le ministre vient de le dire, malheureusement, on ne vit pas dans un climat qui est très serein. Et le contexte politique fait que il y a de plus en plus de demandes en
général à la FN. Et donc évidemment, ils doivent engager plus pour produire plus. Et il y a actuellement des opérations coup de poing et coup de poing pénurie qui sont organisées en collaboration avec le Forum. Et en fait, comment ça se passe? C'est une formation de 3 mois. Vous êtes sur place, vous faites un stage de 3 mois sur place. Et à la fin, il y a un contrat garanti dans la foulée. Donc c'est pour vous dire comme quoi il y a de la place. Et je crois qu'il y a un job day qui est organisé dès vendredi pour pourvoir à ces nouveaux postes d'emploi. Tout ça dans un contexte qui ne vous a pas échappé, puisque ça fait quelques jours maintenant que certains reçoivent leur lettre d'exclusion du chômage. Voilà peut-être, je dis bien peut-être, une opportunité pour certains d'entre eux. En attendant, nouvelle destination, nous partons à Charleroi. Charleroi, où ça bouge. Thomas Dermine l'avait promis à Charleroi. Il avait dit « Ouais, moi je veux une ville où les citoyens peuvent participer, peuvent créer, peuvent proposer ». Eh bien, il a apparemment tenu parole. Voilà l'article qu'on a trouvé notamment dans les colonnes de 7 sur 7, mais pas seulement. Charleroi va faire appel à ses citoyens pour devenir plus attractif. Comment ça va se passer concrètement? Mode d'emploi avec le bourgmestre. Eh bien, on va tirer au sort dans les prochains jours 51 Carolos. Il y a 10 000 lettres qui sont parties et de ces 10 000 lettres, on va sélectionner 51 Carolos, citoyens ou citoyennes, et leur demander leur avis sur comment rendre la ville de Charleroi plus agréable à vivre, qu'on habite à Charleroi, qu'on vienne y faire ses courses, qu'on vienne à l'école. Et l'objectif, c'est vraiment de donner la parole aux citoyens, le pouvoir aux citoyens pour faire émerger des bonnes idées. Dans un instant, vous saurez si sur ce sujet, Ludivine a retrouvé le sourire ou pas. Mais avant ça, petit point d'information, avec vous Camille, il n'y a que les Carolos qui vont pouvoir participer à ce fameux comité, ou alors quand on travaille à Charleroi mais qu'on n'habite pas Charleroi, ou qu'on a de la famille à Charleroi mais qu'on n'habite pas Charleroi, on va pouvoir aussi avoir son mot à dire. Eh bien, j'ai eu l'attaché de presse de M. Dermine au téléphone qui m'a dit que c'était possible pour les personnes qui vivent en périphérie. Donc il y aura 51 personnes, comme il l'a dit, qui seront tirées au sort, qui sont domiciliées à Charleroi. Mais en plus, et je ne sais pas pourquoi ils n'en ont pas parlé dans la vidéo, il y aura 24 personnes tirées au sort qui viennent de la périphérie pour représenter les navetteurs qui viennent travailler à Charleroi. Donc les autres sont représentés aussi. C'est juste consultatif ou ils vont pouvoir vraiment décider? Non, alors les citoyens ne décideront pas directement, ils ne vont pas voter les projets, c'est une assemblée délibérative. Mais donc, ils ont quand même un vrai rôle, entourés d'experts, ils vont pouvoir formuler des propositions, se réunir en commission, vraiment avoir un réel impact. Et en plus, il y a un engagement politique derrière. La ville et Thomas Dermine se sont engagés à vraiment entendre ces propositions et à y répondre publiquement. Bon, on verra si c'est vraiment mis en place, mais en tout cas, c'est une volonté et ils l'ont vraiment dit. On va s'engager à ils l'ont fait, ils l'avaient promis, ils l'ont fait, il faut pouvoir le dire quand on passe des paroles aux actes. C'est le moment de faire un gros plan sur le visage de Ludivine pour voir si un petit sourire vient de se glisser ou pas. Oui, oui. Un grand sourire. Oui, ça veut dire que vous êtes pour cette mesure? Alors, moi, je suis une grande fan de Thomas Dermine pour plein de choses. Déjà... Mais pas pour ça. Aïe. Non. Je trouve que en termes de communication et de marketing, il est excellent. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, loin de là, mais je trouve qu'il est très très bon. Avez-vous déjà autant entendu parler de Charleroi que depuis qu'il est bourgmestre? C'est vrai. Non, mais il y avait eu l'influenceur qui avait pris la place du bourgmestre là aussi. Moi j'avais entendu, désolé, de Charleroi avant que c'était une des villes les plus moches d'Europe. Oui. Et bien grâce à lui, finalement, en tant que bourgmestre... Il est en train de rendre Charleroi sexy? Ça j'en sais rien. Plus attrayant. Je pense qu'on doit voir... Effectivement, s'il lie correctement la communication, le marketing aux actes. Je pense que ça doit être quelque chose qui doit être bien vu sur la longueur. Mais comme la dernière fois, il avait envoyé un courrier au ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, en disant qu'il voulait faire partie du plan sécurité grande ville. Donc, je trouve qu'en communication, il est excellent. Donc, il faut reconnaître ça. Et c'est Ludivine de Magnanville qui le dit. Elle est avare en compliment pour l'instant, donc profitez-en, monsieur le bourgmestre. C'est pas tous les jours que ça arrive. Dans un instant, nous testerons une nouvelle méthode. Vous savez que les enfants, les ados et même les parents sont sur leur téléphone portable non-stop. Mister Genius, Benoît de Mister Genius vient nous parler d'une méthode qui doit nous désintoxiquer. Est-ce que ça marche ou pas? On vous dira tout dans un instant et puis on retournera du côté d'Anderlecht avec cet événement du mouvement réformateur sous haute sécurité. Et ça tombe bien parce que Ludivine doit y aller dans quelques minutes. On verra si on la libère ou pas, tout de suite. Merci d'être là encore et toujours dans 100% Belge. 100% Belge qui ce soir, exceptionnellement,
Sexport, direction les mondiaux d'athlétisme avec le dossier Nafi Thiam. Doit-elle faire ses valises et rentrer au pays? La polémique, la dispute entre Nafi et la fédération, la Ligue d'athlétisme belge, est en train de prendre des proportions telles qu'on se demande pour elle si ce n'est pas mieux d'abandonner. Nous parlerons aussi d'Adrien Dolimon, le ministre-président wallon, qui face à la maltraitance animale promet des drones et l'intelligence artificielle pour traquer ses propriétaires peu scrupuleux avec leur animal de compagnie. On vous dira tout dans un instant. Et puis Toto Bongiorno, la star des restaurateurs, repart au combat. Son message est clair, les restos sont en train de crever à cause des fast-foods. On vous dira tout dans un instant, mais avant ça, on ouvre le consulat. Comment se désintoxiquer des écrans, des téléphones portables? Ça a démarré à l'école il y a quelques jours, vous le savez, les téléphones sont désormais interdits, du moins en dehors du cadre pédagogique, et la ministre de l'Enseignement, Valérie Glatini, s'en félicitait. Je ne vois plus ces élèves qui sont penchés sur leur smartphone. Je vois plutôt des élèves qui se parlent, hein, plutôt que d'envoyer un message sur son smartphone au petit garçon ou à la petite fille qui est assis juste à côté. Bah, ce sont des élèves qui se parlent. Et donc les retours sont effectivement plutôt positifs. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci d'être là, vous représentez, et ça se voit jusque sur le blason, Mister Genius. Alors il y a un truc qu'il faut régler tout de suite. Mister Genius, on connaît ces magasins qui font partie de notre quotidien depuis maintenant 15, presque 20 ans. Réparation de smartphones, de tablettes. Vous passez dans un autre registre avec une méthode pour quelque part se désintoxiquer des écrans, un régime écran. Est-ce que vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes vous-même assis, puisque c'est un peu votre business, les smartphones et les écrans? Alors oui, c'est notre business, mais le but en fait, c'est pas simplement de se couper des écrans, mais c'est surtout de gagner du temps de qualité et de garder quand même une activité sur les écrans, mais de manière intelligente et de manière ludique. Donc garder les écrans dans notre vie, oui, mais à petite dose, ou en tout cas à dose modérée, c'est tout le sens de ce régime écran que vous avez lancé. Alors on connaissait ceci, ce refrain qui tourne partout. On est foutu, on mange trop. On a l'habitude d'entendre ce refrain depuis des années et des années. Maintenant, c'est un peu on est foutu, on scrolle trop, ou on regarde trop les écrans d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place un régime par rapport à ça? Est-ce que d'une certaine façon, comme dans l'alimentaire, on ne va pas essayer des régimes qui ne vont pas marcher à long terme? Alors en fait, le but du jeu, c'est d'avoir une méthode en fait familiale qui permet justement d'être contre les géants qui se trouvent comme TikTok et des choses comme ça, pour être vraiment face à l'ennemi, entre guillemets, si on peut appeler ça un ennemi, qui va pouvoir permettre justement d'avoir une méthode d'approche beaucoup plus sympathique et beaucoup moins abrupte par rapport à ça, pour justement garder du temps pour la qualité. Vous allez revenir sur la méthode dans un instant, oui, parce qu'effectivement, ça passe par un contrat en famille. On se met d'accord entre les différents membres de la famille, mais vous l'avez dit, on n'est pas dans un combat à armes égales, et Olivier Olbrecht, le fondateur de Mister Genius, le dit aussi. Derrière votre écran, il y a des milliers de milliards investis, des armées de psychologues, d'ingénieurs, d'analystes, d'algorithmes, tous conçus pour capter votre attention. Est-ce que vous, Benoît, avec, entre guillemets, votre petit régime, vous allez réussir à lutter contre ces géants-là? Alors, lutter contre ces géants, pas vraiment, mais le but est surtout, au niveau familial, de garder une certaine cohésion et surtout gagner du temps en famille, en fait. C'est surtout ça qu'on cherche. Donc, pas battre Facebook, pas battre X, pas battre TikTok, simplement sauver la famille face à ces géants-là. C'est le moment, et il est important, et on va mettre un tapis suspense pour ça, de définir votre méthode. Parce que c'est génial, un régime contre les écrans. Mais comment ça marche concrètement? Si on vous laisse 30 secondes, montre en main, pour nous donner la définition de ce régime, c'est quoi? Alors, ça se passe en 4 piliers. Donc, le premier pilier, ça va surtout être de faire le constat à l'heure actuelle de où on se trouve par rapport aux écrans. Donc, de voir un petit peu voilà, le temps d'utilisation et l'utilité réelle des écrans. Et voir, par exemple, si on fait du scroll infini, c'est des choses qui sont complètement inutiles. Donc, on va plutôt constater ça et on se rend compte que, justement, en constatant ça, on a pas mal de gens qui sont assez effarés par le résultat. Après ça, on va plutôt regarder qu'est-ce qu'on veut récupérer comme temps, comme qualité de vie par rapport à la famille. Et donc, une fois qu'on passe à ça, on va essayer de voir où est-ce qu'on privatise, entre guillemets, où est-ce qu'on sacralise, l'utilisation du smartphone ou pas, surtout. Donc, par exemple, les chambres, on va éviter, le salon, quand on est tous ensemble. Et donc, une fois qu'on arrive à cette méthode, on va regarder pour le quand. Donc, quand est-ce qu'on le fait? Donc, à quel moment de la journée on va plutôt le faire? Et en faisant ça, en fait, on signe une charte familiale. Donc, vraiment, on prend un bout de papier, on écrit un contrat et on le signe en famille en s'engageant à ne pas utiliser son écran, son téléphone
portable à tel endroit, à tel moment, et à quelque part consacrer ce temps-là à la famille ou à d'autres choses? C'est ça, donc on se rend compte par rapport à différents utilisateurs qu'il y a une réelle prise de conscience par rapport aux adolescents qui vont en fait essayer justement de rappeler à l'ordre les adultes dans certains cas, ce qui est assez amusant. Ah oui, quoi. c'est le monde à l'envers. C'est les parents qui conscientisent quelque part, enfin c'est les enfants qui conscientisent les parents au problème du smartphone, alors qu'on s'imagine forcément que ça va dans l'autre sens. Est-ce que la famille à laquelle vous vous adressez à travers ce régime, elle ressemble pas à ça? Le fameux visage des membres de 7 à la maison, la famille idéale, qui a envie d'être soudée, qui a envie de revivre ensemble. Est-ce qu'en gros, votre modèle n'est pas un modèle trop idéalisé? Je ne pense pas, parce que c'est vraiment surtout un travail collectif et c'est surtout le but d'avoir du temps de qualité. Donc je pense que chacun a le droit d'aller vers cette option et de chercher la solution justement pour que ce soit le plus confortable possible. Combien de familles ont déjà adopté le régime que vous avez mis en place? Alors actuellement, quand on a lancé la campagne, on a eu presque 1000-1500 réactions et donc on essaye de l'implémenter au plus vite possible pour satisfaire un maximum de monde. On a commencé début septembre et donc on a déjà une bonne cinquantaine de personnes qui sont déjà adeptes. C'est pas mal du tout. Vous avez parlé des moments à sacraliser, il y a aussi des lieux à sacraliser. L'ennemi numéro 1, on se demande si c'est pas ça. La chambre à coucher, cet endroit à préserver. Vous n'êtes sans doute pas les seuls chez Mister Genius à le dire. Je voudrais qu'on écoute Émilie Steinbach, docteur en psychologie, qui le dit, la chambre à coucher, ça doit servir à autre chose. Beaucoup de personnes disent qu'elles touchent plus les courbes de leur téléphone que celles de leur partenaire dans leur lit. Il faut savoir que dans le lit, on essaye de ne faire qu'une seule chose, c'est dormir ou avoir des activités sexuelles, une activité intime, parler avec son conjoint. Si je dois mettre une seule chose dans ce fameux contrat, c'est quoi? C'est préserver la chambre à coucher? On démarre par là? On démarrera plutôt vers une salle à manger, je dirais. Ah ouais? Donc tout simplement parce qu'au moment des repas, on se retrouve parfois à prendre son téléphone pour une notification qu'on reçoit et des choses comme ça. Donc plutôt viser ça, la chambre à coucher aussi évidemment, pour la qualité du sommeil, parce qu'on estime qu'une demi-heure avant le coucher, il est préférable de ne pas utiliser d'écran, ce qui permet de garantir un meilleur sommeil pendant la nuit, quoi. Et après, j'imagine que chaque famille fait un petit peu sa popote interne. Le but est évidemment qu'il y ait un contrat et que tous les membres soient d'accord au travers de ce contrat. Alors il y a un allié, on parlait des ennemis, il y a peut-être un allié dans tout ça, j'aimerais vous montrer son visage. Ce visage, c'est celui de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, parce qu'on sait que lui-même a interdit, ou en tout cas réglemente très fermement, l'utilisation des écrans à ses enfants. Et le fondateur de Mister Genius, Olivier Olbrecht, disait ceci: il y a une forme de snobisme aujourd'hui, un snobisme positif du bon usage numérique. Ceux qui arrivent à couper dans l'usage du smartphone deviennent un petit peu des modèles. Finalement, c'est votre allié, tous ces gens-là, tous ces grands patrons, tous ces puissants qui eux-mêmes disent « n'abusez pas des écrans ». Alors oui, dans les faits, c'est un allié et c'en est pas un, dans le sens où c'est lui le fondateur de Facebook, où vous passez beaucoup de temps à scroller. Maintenant, l'avantage de ça, en fait, aux États-Unis, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui adoptaient des vieux téléphones, genre des 3310, pour justement se déconnecter des écrans et ne plus avoir une utilité que de téléphone sur un téléphone. Avant de vous laisser partir, Benoît, Mister Genius, c'est aussi une marque, c'est aussi une entreprise. Est-ce que vous touchez un petit euro, un petit sou là-dedans ou pas? Pas du tout, hein. Donc la version basique est gratuite actuellement. Ah, c'est gratuit. Donc vous le faites quelque part par enjeu personnel ou par enjeu de société? C'est ça, la version basique. Oui. Benoît, on suivra votre projet, celui d'Olivier et celui de toute l'équipe de Mister Genius avec attention. Merci d'être passé nous voir sans écran sur la table. Il est l'heure de lancer la remise des diplômes. Avec un premier visage au cœur de cette remise des diplômes, et oui, encore lui, Adrien Delimon, ministre-président de la région Wallonne. Pourquoi? Parce qu'il s'attaque, il s'intéresse au bien-être animal, c'est dans ses compétences, c'est dans ses attributions. On en a beaucoup parlé ici de ces refuges débordés qui n'en peuvent plus du comportement de certains Belges. Et jusqu'ici, le ministre-président s'était un peu fait taper sur les doigts, notamment par Gaël, qui lui disait « mais vous ne faites rien ». Accouche Adrien! Accouche Adrien! Accouche Adrien! Adrien, où es-tu? Adrien, que fais-tu?
Adrien, où es-tu? Adrien, que fais-tu? Eh ben, il a répondu avec des propositions concrètes pour le bien-être animal. Il est proposé de renforcer les outils mis à la disposition des services de contrôle afin d'améliorer la recherche et de permettre le constat d'infraction. Ça passera par des drones et par l'intelligence artificielle. Là, il faut qu'on s'arrête là-dessus absolument, Jordan. Ça veut dire quoi? Que tous les propriétaires de chiens et de chats de ce pays vont avoir un drone au-dessus de leur maison pour être sûrs qu'ils ne sont pas en train de maltraiter leur animal? Non, je peux vous rassurer que non. En tout cas, si vous n'avez pas de raison d'être visé pour maltraitance, il n'y a pas de raison qu'on vienne vérifier chez vous avec un drone ou avec l'intelligence artificielle. Alors, déjà pour les drones, pour vous expliquer un peu, c'est une initiative de plusieurs ministres. Ouais. Donc, ces drones, c'est les ministres Copiters, Dalk et le ministre Dolimon. Ils ont acheté les drones ensemble, quoi. Oui, en gros, c'est ça. Et le but, c'est d'utiliser ces drones dans des endroits qui sont difficiles d'accès, qui sont un peu enclavés, pour voir s'il y a lieu d'intervenir. Quand on a des soupçons, par exemple, je sais pas, il y a eu des témoignages sur un propriétaire peu scrupuleux de la part des voisins, eh ben on envoie le drone vérifier. Bon, en tout cas, il y a d'abord une présence d'un agent et puis après on voit ce qui est possible de faire. Mais ça c'est pour les drones, donc ça c'est pour les endroits difficiles d'accès. Et pour l'intelligence artificielle, c'est vraiment pour scruter les réseaux sociaux. Alors je précise que ce sont que des propositions. Pour l'instant, ça n'a pas encore été voté. Mais l'intelligence artificielle va viser à combattre la promotion des ventes d'animaux sur les réseaux sociaux. Il y a des profils qui sont très bien organisés. Il y a des groupes Facebook, il y a des profils Facebook ou autres sur les autres réseaux sociaux qui sont spécialisés dans la vente d'animaux, alors que c'est interdit. Enfin, on n'a pas le droit. L'IA va nous aider à détecter ces fameux profils. Exactement. Et évidemment à tenter de les éliminer dans le bon sens du terme. Bon, il y a quand même un chiffre qui nous interpelle dans toute cette histoire. C'est très bien de lutter contre la maltraitance animale, mais au 15 septembre, Ludivine, 128 personnes en Wallonie sont sous le coup d'un retrait de permis de détention. Tous les jours dans les journaux, on a des histoires de gens qui se comportent mal. Et au total, il n'y a que 128 Wallons à qui on a retiré le permis. Il y a un truc qui ne va pas là. Ah mais non, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un système de contrôle et de suivi qui ne va pas correctement. La semaine dernière, je crois qu'il y a une femme qui a mis son chien dans un Uber. Oui, on en a parlé ici, dans un taxi. Pour l'envoyer dans un refuge. C'est complètement absurde. Vous vous souvenez encore du chien qui avait été traîné par la fenêtre de la voiture. Enfin, il y a une violence accrue et en plus des animaux qui est absolument incroyable. Je dois rappeler aussi, désolé, mais qu'à Bruxelles, on n'a toujours pas de code bien-être animal aussi. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Et parce que pour le moment, il n'y a pas d'accord là-dessus. Donc oui, j'espère qu'il va y avoir des contrôles accru parce qu'on n'y pense pas, mais en fait, ce sont des êtres humains et qui sont importants, enfin des êtres vivants, presque vivants pour certains. C'est un lapsus révélateur. Presque vivants pour certains, et ils sont importants pour notre écosystème et pour notre société. Mais à un moment donné, 128 Belges privés de ce permis de détention, c'est pas assez. Il y a un lézard quelque part et il fallait le dire ce soir. Deuxième visage, avec un diplôme ou pas à lui remettre, on le verra dans un instant. Cet homme, c'est Patrick Charlier, le patron du NIAL, ancien centre pour l'égalité des chances. Il est revenu sur le drame, Charlie Kirk, cet influenceur qui a donc été assassiné aux États-Unis. On sait que certains se sont réjouis, notamment dans des pays étrangers et notamment aux États-Unis. Ça a provoqué une vague de licenciements. Est-ce qu'on peut souhaiter la mort de quelqu'un, s'en féliciter, s'en contenter? Voilà la réponse de Patrick Charlier. Il nous dit, à ma connaissance, se réjouir de la mort de quelqu'un, ce n'est pas répréhensible. Il rajoute que moralement, c'est douteux, mais pénalement, il ne voit pas comment ça pourrait être considéré comme une infraction. Je me tourne vers vous, Steve. Vous êtes l'homme de droit, l'avocat autour de cette table. Si je passe ma journée à dire « je suis content qu'il soit mort, celui-là, bien fait pour sa pomme », pardon, je m'arrête là, je risque rien? Je suis assez d'accord avec Patrick Charlier. Il y a toujours une différence, pas toujours une adéquation entre la morale et le droit. Moralement, on est tous d'accord, se réjouir de la mort de quelqu'un est assez abject, même si les propos de cette personne que j'ai découvert, en tout cas tardivement, sont également abjects. Mais se réjouir de la mort de quelqu'un est abject. Est-ce que c'est punissable par le droit? C'est une autre question. On pourrait l'appréhender sur des infractions pénales comme l'injure et la diffamation, mais ça aurait très très peu de chances de marcher. J'en ai parlé à un membre du parquet cet après-midi qui m'a dit également qu'il n'y aurait en principe pas de poursuite pour ce genre de choses. Donc, appréhendé par le droit, extrêmement compliqué, mais moralement, on est presque tous d'accord que c'est pas tellement acceptable. Je peux vous poser une question indiscrète? Est-ce que par hasard, ce membre du parquet auquel vous faites allusion s'appelle Denis Gouman, le célèbre juge de ce pays? Eh bien non, pas lui cette fois-ci. Parce qu'il n'est plus membre du parquet, il est membre du siège du tribunal. Alors là, il faudra que je règle quelque chose avec Denis, parce qu'il m'a dit « Steve m'a appelé tout à l'heure pour me demander des infos sur ton histoire ».
Je ne sais pas si Denis Goman m'a bien informé ou pas sur ce coup-là. Il y a un lézard dans cette affaire. En attendant, certains ont décidé de mener la traque contre ceux qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk. C'est notamment le cas du président Trump aux États-Unis. We are looking at names. We don't like that. That's not right. These are sick people. These are really deranged people. Steve nous disait il y a quelques instants, niveau justice, franchement, vous risquez pas grand-chose. Par contre, la DH nous signale que vous pouvez vous faire licencier si vous vous réjouissez de la mort de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça vous semble normal qu'une entreprise surveille les propos de ses employés, notamment sur ces questions-là, Jordan ? Écoutez, tout dépend ce qui est communiqué. Si vous détestez votre boulot, que vous dites moi mes patrons ils sont complètement cons, je les déteste. Ah si c'est sur le boulot, ça c'est une chose. Oui. Mais si c'est Camille sur la mort de Charlie Kirk ou de quelqu'un d'autre, vous trouvez normal que votre employeur puisse vous licencier ? Peut-être pas licencier, mais avoir... Enfin non, moi je trouve ça normal, parce que ça renvoie à une certaine image que peut-être que l'entreprise n'a pas envie que ses employés renvoient. Vous êtes responsable à la fois de vous, mais aussi de l'image de votre société. Oui. C'est un petit peu votre message ce soir. Troisième personnalité au cœur de cette remise des diplômes, c'est Amir. Amir qui refait parler de lui. Souvenez-vous, il avait été au cœur d'une tempête médiatique lors de sa venue aux Francopholies de Spa. Certains voulaient boycotter, voire annuler son concert. Et sur scène, on avait senti toute son émotion. Pour pouvoir progresser vers la paix, il faut savoir dialoguer, parce que le dialogue, c'est nettement préférable aux anathèmes et aux boycotts. J'ose vous demander qu'on ne chante que d'une seule voix, et que ce chant s'élève beaucoup plus fort que le tumulte. Merci. Et ce matin, dans les colonnes du Parisien, il dit Amir, j'ai eu peur pour mes enfants. Ce jour-là, notamment, il revient sur les circonstances de ce concert chez nous, à Spa, en disant des dizaines de policiers et de militaires sont là, à ce moment-là, pour assurer ma protection, mais mon instinct me dit qu'on va le faire et que ce sera le meilleur concert de la saison. Avant de vous entendre, Camille, Jordan, vous étiez en coulisses ce soir-là. Ces militaires, vous les avez vus ? Oui, j'y étais pour le travail. C'est vrai que c'était hyper impressionnant. Il y avait une certaine tension. Même, on l'a senti dès le début du concert. Il y a eu c'était un moment suspendu. Et puis finalement, au fur et à mesure, il a délivré le message qu'on vient de voir. Et puis, il a enchaîné ces sons qui ont changé un peu les idées de tout le monde. C'est vrai que le voir entouré d'autant de sécurité, c'était quand même assez impressionnant. Oui. Et vous êtes là pour attester qu'il n'exagère pas en parlant de militaires et de policiers qui l'entouraient ce soir-là. Camille, est-ce qu'aujourd'hui, quand un artiste israélien vient se produire en Belgique, il y a systématiquement un dispositif de sécurité renforcé ? Eh bien, pour répondre à votre question, je vais vous expliquer la procédure standard. Donc, alors, c'est l'OCAM, qui est l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, qui évalue le risque selon l'artiste et le contexte. Ensuite, c'est la police locale, avec renfort de la police fédérale si besoin, qui adapte le dispositif sécuritaire, qui rajoute des contrôles, peut-être une équipe antiterroriste si besoin. Et en fait, donc, depuis le début du conflit, la vigilance, elle est plus accrue, mais ce n'est pas systématique. Tout dépend justement de l'analyse de la menace concrète. Alors, Amir, ce n'est pas un cas unique, mais il bénéficie d'une sécurité plus musclée parce qu'il est une cible directe. Il a été visé explicitement par des appels au boycott. Et donc, israélien n'égale pas pour l'instant sécurité renforcée, ça reste du cas par cas. Dépend, même si, évidemment, on a bien compris que le contexte international poussait à la prudence et à la vigilance. Ludivine, comment ne pas revenir sur cette image, puisqu'on parle de ces artistes israéliens, l'image de Bart de Wever avec le chef d'orchestre Lav Shani qui n'a pas pu venir lors du festival de Gand. Certains demandent aujourd'hui la démission de la ministre de la Culture flamande, Caroline Genès, qui a dit c'est très bien, ces autorités culturelles font ce qu'elles veulent et si elles veulent boycotter un chef d'orchestre israélien, elles en ont le droit. Vous demandez-vous aussi sa démission ? Non, je ne suis pas légitime pour demander sa démission. Mais après... je pense que ça doit nous interroger sur la dérive qu'il y a actuellement au sein de notre société. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que, parce que cette personne est israélienne, on dise on annule et il n'a pas à venir. Je suis désolée, je ne trouve pas ça normal et je pense qu'on doit se questionner là-dessus. Qu'elle doit démissionner ou pas, je n'en sais rien et je vais être honnête, je m'en fous. Pour vous, ce n'est pas le problème, finalement. Le problème, il est ailleurs, il est au cœur de notre société, pour moi, c'est pas plus le problème. que chez la ministre. Oui, pour moi, ce n'est pas le problème. Est-ce qu'elle a fait son travail ou pas ? Je n'en sais rien, je n'ai pas les dessous, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais je trouve qu'aujourd'hui, et c'est vraiment un coup de gueule que je passe, ce n'est pas normal que quand on est un artiste, tout bord qu'on soit, on doit avoir peur pour sa sécurité parce qu'on s'exprime. Comme...
finalement un homme, une femme politique, comme un animateur. Non, en fait, on a le droit de s'exprimer, surtout en plus, quand ce chef d'orchestre a exprimé le fait qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait dans son pays. Donc c'est ça que je trouve dommage, même qu'il ait eu besoin de se justifier de par sa nationalité. Je vois Steve qui a envie de rajouter un mot. Steve, ce mot, vous le gardez précieusement parce que dans un instant, vous nous direz tout et puis on recevra Toto Bongiorno, le restaurateur en colère, oui mais, qui arrive aussi avec des propositions. À tout de suite. Dans un instant, nous retournons en direct à Anderlecht où il se passe des choses. Conférence sous haute tension du mouvement réformateur autour des frères musulmans. On verra si ça coince niveau sécurité ou pas. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui a levé le petit doigt il y a quelques instants en disant à propos de l'histoire du chef d'orchestre israélien, Lav Shani, est-ce que la ministre de la Culture flamande, Caroline Genet, doit démissionner ou pas? Ludivine nous a dit je m'en fous. Et là, Steve a fait pas sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire, Steve? Non, moi je suis d'une opinion, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, mais moi je pense qu'il y a démission, en tout cas, je sais qu'elle ne démissionnerait pas, mais devrait être envisagée. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, elle est israélienne, il est israélien, oui. Et donc on doit pouvoir donner patte blanche et donc voir quelle est sa position sur le conflit et qu'il s'exprime de manière suffisamment audible et claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes ministre, vous considérez qu'une personne peut jouer ou faire quelque chose, est admis dans un orchestre, est admis à représenter selon sa nationalité, selon qu'il ait une position qui soit acceptable ou pas acceptable, et selon que cette position soit exprimée selon la forme qu'une ministre dirait donc démission pour vous. Pour moi, clairement, on n'est clairement pas dans de l'exemple, on est même, je pense, dans des exemples de discrimination basée sur la nationalité. Et donc je pense que c'est très grave, et clairement, pour moi, elle n'a pas du tout donné l'exemple, et quand un ministre ne donne pas l'exemple, il démissionne. Démission, c'est la demande de Steve Gris, elle est très claire ce soir. Nous retournons sur le terrain avec l'envoyé spécial. Ça a démarré il y a quelques minutes à peine, une conférence sous haute tension organisée par le mouvement réformateur autour des frères musulmans. On nous disait tout à l'heure, avec Émile Taureau sur place, qu'effectivement il y avait des tags, il y avait des messages à caractère clairement agressif à l'égard du président du mouvement réformateur notamment. Quelle est l'ambiance sur place, puisque là maintenant, ça a commencé, Émile ? Oui, donc on se retrouve ici à Birmingham où a lieu cette conférence du MR. Une chose est sûre, c'est que le dispositif policier est relativement important. Donc on a au moins une 20, voire une trentaine de policiers qui sont présents et qui sont déployés tout autour de la zone. À cela, il faut ajouter un dispositif de sécurité interne qui a été payé aux frais du MR sur la demande du bourgmestre de la ville. En fait, la crainte principale, c'est que des militants se soient infiltrés parmi les participants de la conférence et tentent de réaliser une action afin de s'opposer à ce qui va être dit à l'intérieur. Alors il faut dire que les différents intervenants sont des personnes qui font polémique. On peut s'arrêter sur le cas de Florence Bergot-Blecker, qui est une anthropologue française. Elle a créé un institut de recherche dédié uniquement à cette question du frérisme. Un autre intervenant qui fait débat, c'est Mohamed Sifaoui, qui est un journaliste franco-algérien. Lui a réalisé une série de reportages qui font polémique et qui ont été même jusqu'à un rappel à l'ordre de la part du CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel français. Alors le lieu même de la conférence fait débat. En effet, on est ici à Anderlecht, qui est une des communes avec un des taux de proportion de personnes de confession musulmane les plus importants du pays. Et certains y ont vu une manière, ou en tout cas une forme de provocation de la part du MR de réaliser une conférence sur les frères musulmans ici. Et alors, en tout cas, le bourgmestre de la ville, qu'on a vu tout à l'heure, lui rappelle qu'il déplore la tenue de cette conférence ici sur cette thématique qui est à l'opposé de ses valeurs. Néanmoins, il rappelle qu'en tant qu'humaniste et démocrate, il ne peut s'opposer à la tenue d'une telle conférence. Et alors, en tout cas, jusqu'ici, la conférence vient de commencer, il n'y a pas d'incident à déplorer et tout se passe de manière relativement calme. Oui, et Ludivine rejoindra cette conférence dans quelques instants. Donc on aura le débrief demain pour savoir si tout s'est bien passé ou pas. En attendant, on ouvre la grande affaire. Elle fait la une de toute la presse ce matin. Nafi Thiam, au cœur d'une polémique, au cœur d'une bagarre avec la Fédération belge d'athlétisme. On se pose des questions sur sa participation. La DH titre c'est inacceptable. La Libre titre que le torchon brûle entre les deux parties. Résumé des faits avec Lionel Kremer et on en reparle juste après. Nafi Thiam, triple championne olympique, mais aujourd'hui une athlète en guerre ouverte avec sa fédération. Pour la Namuroise, l'émotion est palpable, car derrière les sourires, le conflit laisse des traces. 5 jours avant notre départ pour Tokyo, j'ai reçu un mail m'informant que je n'étais pas la bienvenue
au stage de préparation avec les autres athlètes belges. Aucune chambre n'était non plus prévue pour moi à l'hôtel. En 5 jours, nous avons dû organiser nous-mêmes un logement. Des sanctions de la fédération qui sont inacceptables. Le déclencheur de cette rupture, le refus de Thiam de signer le code de conduite imposé à tous les athlètes. Un règlement qui impose notamment de porter en permanence la tenue officielle de la fédération et d'en respecter les sponsors. Un refus qui a poussé la championne à devoir recevoir son kinésithérapeute personnel sur le trottoir, la fédération n'ayant pas autorisé son accès au stade. Ma dernière séance avec lui a dû se faire sur le trottoir parce qu'il n'était pas autorisé à entrer. Cela me choque profondément car il s'agit d'une décision de la fédération qui affecte directement mes performances. Des accusations que dément la Fédération belge d'athlétisme. Pour sa coprésidente, les propos de Thiam ne reflètent pas la réalité. Elle était la bienvenue et il n'y avait pas d'interdiction d'accès au pré-camp. Je lis tout le temps qu'elle ne reçoit pas de soutien. Ça suffit. Cela fait des années qu'elle bénéficie d'une bourse ADEPS. Et en échange, il y a certaines obligations, comme de participer à des stages. Je vous mets au défi de dire à combien de reprises elle l'a fait. Je trouve dommage de systématiquement charger la fédération. Ça n'est pas correct parce que le soutien est là. Pour ce qui est du kinésithérapeute, selon la fédération, Nafi Thiam doit bénéficier d'un soutien équivalent à celui des 47 autres athlètes de la délégation. Pas question ici d'avoir un traitement de faveur. Au sein de la fédération, nous avons une solide équipe médicale. Nafi peut en bénéficier, mais elle choisit de ne pas le faire. Et nous ne voulons pas faire de distinction entre les athlètes. Entre accusations de mensonges et règlement de compte, le fossé semble aujourd'hui immense. Mais la Fédération belge d'athlétisme insiste, elle continue de rester ouverte aux discussions avec Nafi Thiam. Même si ce désaccord, à quelques jours des mondiaux, fait craindre des conséquences jusque sur la piste. La question ce soir est très simple. Doit-elle faire ses valises et rentrer à la maison vu le contexte? On en parle dans un instant. Juste aussi, après ça, Toto Bongiorno, la star des restaurateurs, revient sur ce plateau. On verra comment se passe la rentrée de son côté et quelle colère il a sous le pied. A tout de suite dans 100% Belge. Et nous sommes au cœur de la grande affaire du soir. Nafi Thiam doit-elle faire ses valises et rentrer au pays? Jacques Borlet a donné son avis sur le conflit entre la fédération et Nafi Thiam. C'est du jamais vu. Si on avait voulu la démolir, on ne s'y serait pas pris autrement. Évidemment, cet événement est d'une importance capitale pour ses sponsors. À Nafi Thiam, on voit régulièrement des pubs à la télévision de la part de son sponsor maillot, de son assureur et d'autres choses encore. Maintenant, vu le contexte, est-ce qu'elle n'a pas intérêt à renoncer à la compétition? Je voudrais d'abord avoir votre avis, Steve, autour de la table. Elle doit rentrer ou elle doit rester? Elle doit rester absolument. Elle doit rester absolument. Peu importe la bannière sur laquelle elle court, elle doit concourir. C'est une athlète de très haut niveau. Elle a fait des performances formidables. Elle doit rester quoi qu'il arrive. Même si elle n'est pas dans les meilleures conditions pour performer, parce qu'honnêtement, une médaille, ce serait un miracle. Là. Ce serait un miracle en effet, mais je pense que personne ne lui en voudrait si elle n'avait pas la médaille vu les circonstances, et tout le monde serait encore plus ébahi devant ses performances si elle y arrivait. Ébahi aussi par le fait qu'elle a accepté de montrer quelque part ses faiblesses, ses émotions au grand jour. Camille, vous êtes sur la même ligne que Steve ou vous dites à un moment donné, il faut rentrer au pays? Pour moi, la question, c'est pas seulement est-ce qu'elle serait capable de remporter une médaille dans ce contexte, c'est plutôt dans quel état physique et mental elle doit se mettre pour la remporter. Enfin, moi, je trouve que dire stop, c'est pas une faiblesse, c'est un choix de lucidité. Après tout, c'est une icône sportive, mais c'est pas un produit, c'est un être humain avant tout. Et on en avait parlé aussi avec Remco Evenepoel. Je trouve ça justement courageux de dire non parce qu'elle se dit je ne suis pas capable mentalement et physiquement. Donc moi je comprendrais et je trouve qu'elle devrait dire non. La santé avant tout, c'est quelque part le message de ce soir et ce serait aussi un fameux signal à l'égard de ses sponsors en disant vous êtes important pour moi mais pas au péril de ma santé. Ouais. Jordan, votre avis là-dessus? Elle doit rentrer? Non, enfin, il n'y a qu'elle pour juger. Elle doit rester fidèle à ses convictions. Pour moi, si elle juge qu'elle ne doit pas signer ce code de conduite et qu'elle doit faire pour faire fermer la bouche de plusieurs personnes, eh bien qu'elle le fasse. Mais elle doit faire attention à sa santé, évidemment. Mais quand on a un talent et la gagne telle qu'elle, c'est l'une des meilleures, voire la meilleure sportive du pays, eh ben, elle a d'autant plus de pression sur ses épaules. Mais oui, justement. Mais donc, justement, pour moi, elle est capable de réussir. Maintenant, c'est à elle de juger si elle est apte physiquement. Elle a montré évidemment par le passé sa résistance à la pression, mais jusqu'où? On voit que la table est partagée. Ludivine, vous allez pouvoir finalement avoir le mot de la fin et trancher. Elle doit faire quoi, Nafi? Trancher, ça va être difficile. Moi déjà, je suis surprise parce que nous avions reçu justement la présidente de la fédération. Qui par ailleurs se retrouve en ce moment insultée sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas chose qui est excessivement condamnable au même titre que le reste.
Tout à fait, qui n'est pas juste du tout. Elle avait dit que tout était réglé pour les JO. Alors là, c'est pas les JO en l'occurrence, mais donc elle nous avait assuré que tout avait été réglé pour les JO. Vis-à-vis de ses contrats, de ses partenaires et justement des contrats de la fédération. Donc là, je comprends pas bien. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas anticipé le truc. J'ai quand même un doute. Et non, la Belgique ne peut pas perdre. Cette athlète est incroyable. Nafi Thiam est incroyable. Il faut pas. Enfin, moi, je pense qu'elle, malheureusement, et j'ai aucun conseil à donner parce que je suis nulle en sport, mais elle doit se concentrer sur sa performance et laisser la paperasse de côté à ses avocats. Est-ce qu'elle va une nouvelle fois réussir à nous surprendre? Ce sera toute la question vendredi. Et quoi qu'il arrive, toute la Belgique sera derrière Nafi. Dans un instant, Toto Bongiorno, mais d'abord, place à vos questions sur l'actu. Ah, la question numéro 1, elle est pour vous, Steve, et elle n'est pas piquée des hannetons. J'ai vu qu'un agriculteur utilisait un taureau pour faire fuir les gens du voyage qui s'étaient installés sur son champ. Est-ce qu'il risque d'avoir des problèmes? Voilà le fameux taureau en question. On l'a vu, hein, il existe vraiment. On l'a envoyé pour faire peur aux gens du voyage. Alors oui, on ne peut pas se faire justice à soi-même. En cas de coups et blessures, il pourrait se plaindre. Vous allez me dire, oui, mais il va se plaindre alors qu'ils sont sur son terrain. Chez lui. Nous ne sommes pas aux États-Unis où on peut tirer si quelqu'un est sur son terrain. Il y a des voies judiciaires assez rapides d'ailleurs, en principe du moins, pour pouvoir expulser des gens qui sont sur votre terrain. Mais se faire justice à soi-même avec des dégâts potentiels et des dégâts humains, là, vous en assumez la propre responsabilité. Donc le taureau, pas top comme idée, d'après l'avocat en tout cas, et on a toujours intérêt à l'écouter sur ce plateau. À Astières, c'est une question pour vous, Jordan. Des habitants sont privés d'eau potable depuis maintenant près de 15 jours à cause de la fameuse bactérie E. coli dont on a déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'on leur fournit au moins de l'eau ? Oui, alors, ça va durer encore quelques temps, donc j'espère le moindre. On espère le moins de temps possible. Mais hier, ils ont reçu de l'eau en bouteille et depuis aujourd'hui, ils ont une grosse citerne dans la rue qui permet d'aller se servir en eau potable et elle sera régulièrement remplie par les services communaux. Donc les services communaux veillent au grain puisqu'ils sont en partie à l'origine du problème. Oui. Autre question qui nous ramène à Charleroi, elle est pour vous, Camille, celle-là. On a appris que le centre pour femmes sans abri, le seul centre pour femmes sans abri de Wallonie, je crois, fermait ses portes. On estime que c'est un scandale, en tout cas dans certains témoignages. Est-ce qu'on a une explication à tout ça? Alors c'est un projet pilote unique en Wallonie, vous l'avez dit, qui était financé par un subside accordé par la région wallonne dans le cadre du plan Territoire zéro sans-abri. Alors ce subside, la région wallonne a décidé de ne pas le prolonger. Et en fait, ça a été fait sans concertation avec le CPAS, sans évaluation du projet. Il n'y a pas eu de rencontre avec l'administration avant de prendre cette décision. Et donc, j'ai eu le CPAS au téléphone qui me disait non, on est désolé de cette décision qu'on trouve regrettable parce que nous, on espérait justement qu'il y ait une extension. Ils ont perdu 12 places d'hébergement, ce qui n'est pas négligeable. Et disent, en plus, et c'est ça que je trouvais le plus triste, ils disaient malheureusement, on est habitué à ce genre de décision et c'est vrai que c'est déplorable, mais ils n'ont pas de moyens de recours. Besoin d'un centre rien que pour elles, Ludivine. C'est le cas. On sait très bien que quand elles sont mélangées à des hommes, c'est risqué pour elles dans ce genre d'endroit. Ah mais évidemment, les femmes malheureusement, et c'est un mot que je déteste dire, sont plus vulnérables dans... Femmes sans abri. Et sans abri encore plus. Donc, mais ce que j'étais en train d'essayer de réfléchir en termes de financement et de budget, mais CPS normalement c'est fédéral. Et donc, là, ils m'ont dit en tout cas que ce subside était octroyé par la région wallonne. Oui, parce qu'il y a un centre comme ça à Bruxelles qui a toujours ses portes ouvertes. Donc c'est la preuve qu'il y a un vrai décalage entre les deux pour le coup. On va investiguer encore et toujours sur ce dossier. Mais avant ça, il est l'heure de recevoir le restaurateur des stars, la star des restaurateurs. Il s'appelle Toto Bongiorno. Et c'est lui, et non pas ses casseroles, qui sont sur le feu ce soir. Parce que forcément, en cette rentrée, on parle beaucoup de l'Horeca, monde qui va mal, monde à qui on impose des nouvelles mesures. Et vous le savez, les Belges, les Français, les clients dans leur ensemble vont de moins en moins au resto, font surtout de plus en plus attention, la preuve. J'y vais un peu moins, c'est vrai, ces derniers temps. Vu que les prix ont un peu augmenté, je préfère rester chez moi. J'y vais toujours autant, pas plus, pas moins qu'avant. Ouais. On regarde quand même la carte avant et s'il y a des promotions sur des différents sites, on les saisit. Bonsoir Toto Bongiorno.
Bonsoir. Merci d'être là. Le chef a pris possession. On dirait un pupitre de meeting syndical. Ah ben, écoutez, ça vous rappelle peut-être votre passé de syndicaliste, ça vous rappelle aussi que vous avez les commandes en cuisine, mais aussi ici ce soir. On est là pour aborder plein de sujets avec vous, parce qu'on a vu notamment que le monde de l'Horeca allait être touché par l'interdiction de fumer en terrasse. On en a beaucoup reparlé cette semaine. On a envie ce soir de vous cuisiner sur des tas de sujets. On va donc lancer le chrono, et c'est parti, c'est à vous de répondre à tout. On démarre par une première question, Toto. Vous avez aujourd'hui des tas d'années d'expérience dans le métier de l'Horeca. Imaginons, Toto, que vous ayez aujourd'hui 20 ans, que vous décidiez de vous lancer dans la vie professionnelle. Est-ce que vous ouvrez toujours un resto ou vous changez de secteur? Non, il y a toujours de la place pour les jeunes. Et comment? Le fait, c'est que ça a changé. Le métier a complètement évolué. On est passé par pas mal de crises, des attentats de Zaventem, je parle de la crise de 2008, je parle du Covid, je parle de la crise de l'énergie, je parle de la crise des matières premières, je parle de la guerre d'Ukraine. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont passées et qui ont coûté beaucoup d'argent. Alors les vieux dinosaures comme moi, effectivement, ont dû faire des investissements et des crédits pour pouvoir tenir le coup. Mais les jeunes qui ouvriraient aujourd'hui n'auraient pas tout ça. N'auraient pas tout ça. Donc vous lancez un message aux jeunes, ne désespérez pas, ce secteur continue d'être attirant et mérite qu'on s'y investisse là-dedans. Aujourd'hui, quel est votre problème principal, vous? Est-ce que c'est toujours la hausse de ces matières premières? Est-ce que c'est les interdictions en cascade? Votre problème numéro 1, Toto, choisissez-en un seul. C'est l'énergie. Je pense que ce qui se passe pour les petites PME, et surtout pour les restaurants, l'énergie est un vrai scandale. Ce qu'on est en train de subir, c'est du racket. Tout simplement. Et si tu permets juste 2 minutes mon ressenti. En France, qui est équivalent à ce qui se passe en Belgique bien souvent, la France, 2 personnes sur 3, tous les soirs qui vont manger, ils vont manger dans les fast-food. Mais donc c'est lui votre ennemi numéro 1, c'est le fast-food, c'est pas l'énergie. Attends, mais ça rentre en compte, il n'y a pas qu'un seul paramètre, il y a plusieurs paramètres. 15% des gens qui mangent à la maison se font apporter par takeaway et autres. 20% des gens qui mangent à la maison vont acheter des plats tout faits dans les grandes surfaces qui ont profité de nous quand on a fermé pendant le Covid, Deleuze et autres, je m'excuse, je cite les noms, ont créé des plats à emporter et s'en sont mis plein les fouilles pendant que nous, on attendait que la réouverture. Et donc je pense que nos politiques devraient quand même un peu réfléchir. Vous savez, les priorités, ça existe aussi. Se préoccuper de savoir si on peut fumer dans une terrasse en 2027, c'est une chose. Il y a quand même des priorités qui doivent être... Parlons-en dans minutes. Cette interdiction de fumer en terrasse. L'Horeca a poussé des cris d'orfraie cette semaine en disant « c'est un coup de massue en plus pour nous ». Honnêtement, ça va changer quelque chose ou c'est symbolique? Le peu qu'on va perdre, c'est un courant en plus. Tout simplement, vous savez, aujourd'hui, on a une fédération... C'est des clients que vous allez perdre à cause de ça, vous en êtes sûr? Bien sûr. Il y a quand même beaucoup de gens que ça dérange, des gens qui fument justement à côté de eux qui consomment leur tabac. Donc ça va peut-être ramener... Oui, mais vous savez... Madame ou mademoiselle? Mademoiselle, c'est Mademoiselle. Alors, l'éducation ne se fait pas sur une terrasse de café ni de restaurant. L'éducation se fait à l'école et se fait à la maison. Si moi, je suis fumeur et je vais sur une terrasse et quelqu'un mange, je demande d'abord si je peux. Et si je suis poli, je ne le fais pas. Ça, c'est la première chose. Et ce n'est pas à nous d'éduquer les gens. Nous sommes des restaurateurs avec des difficultés. C'est à nous d'essayer de se battre pour gagner notre vie. Aujourd'hui, on met en péril notre affaire. Tout ce qui se passe, il faut arrêter de prendre les gens pour des Toto, je vous arrête un instant parce que vous parlez énormément des politiques, à raison, sur ces mesures qui vous ennuient, mais est-ce que c'est pas aux Belges que vous devez lancer un message ce soir en disant arrêtez les fast-food, arrêtez la nourriture préemballée, le reste, et revenez dans nos restos? Mais bien sûr, parce que moi je peux comprendre qu'il y a une campagne contre l'alcool, moi je peux comprendre qu'il y a une campagne contre le tabagisme, moi je ne fume plus depuis 30 ans, et c'est bien, mais qu'on ne fume plus du tout, je suis pour, mais... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'alcool contre la mauvaise bouffe, les McDo et autres? L'obésité et tout ce qui s'ensuit, ça ne fait pas partie aussi des problèmes de notre santé publique. Il y a plein d'autres choses qui devraient... Alors c'est tellement facile, si je peux me permettre, de dire directement, vous ne pouvez pas... Investissons dans le futur, investissons dans la prévention. Le futur. Vous parlez Faisons du futur. En sorte que les gens... Il me reste 20 secondes, vous parlez du futur. Est-ce que vous allez continuer ce métier ou pas? Ou vous en avez marre? Écoutez, moi j'en ai ras-le-bol parce que j'ai des problèmes de santé. Comme toute personne qui arrive à l'âge de la pension comme moi, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. J'ai envie d'aller cuisiner chez les gens. Quand tu ferais ton anniversaire, tu me demanderais de venir cuisiner chez toi. Eh bien, j'ai envie d'autre chose parce qu'aujourd'hui, la fatigue, le physique ne me permet plus de faire ce que je faisais il y a 20 ans. À midi, j'ai été manger dans un restaurant magnifique. Le couple, ils ont 37, 38 ans.
Voilà, c'est à Stockel, ce sont des gens formidables. J'habite à Stockel. Tu connais Stockel? Oui. Eh bien, tu peux passer chez moi alors. Et donc, ce que je veux te dire par là, c'est qu'ils sont jeunes, ils se battent, ils récupèrent très vite le lendemain. Mais quand tu as 65 ans, les choses sont différentes. Le gong a retenti. Je voudrais qu'on laisse un mot, évidemment, à Ludivine, mais aussi à Steve pour le débrief. Steve, je sais que tout ça vous a inspiré une question bonus, comme on dit. Oui, non, mais moi, je suis assez d'accord avec vos combats sur le fast-food, etc. Dans mon entourage, et en tout cas de ce que j'entends, la plupart des gens vont moins au restaurant parce que c'est pas qu'ils préfèrent les fast-food, c'est parce que c'est devenu très cher. Il y a des raisons pour lesquelles c'est devenu très cher. Vous parlez des loyers, de l'indexation des salaires, les matières premières. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça redevienne abordable de bien manger? On mange très bien. Vous savez, en Belgique, c'est un des pays où on mange magnifiquement bien et on a plein de nationalités différentes. Moi, il y a 35 ans, la première fois que j'ai été aux États-Unis, il n'y avait pas de restaurant chez Mike, chez Toto, il n'y avait pas. Il n'y avait que des chaînes, Shawnee's, Denny's et autres. Nous partons dans cette industrie agroalimentaire qu'on donne à la masse de gens. C'est de la mauvaise bouffe. Nous sommes des artisans, nous cuisinons de nos mains, nous faisons nos plats, nous le transformons, nous faisons du gibier, on le coupe en salle, nous faisons du poisson. Tout ça aux États-Unis n'existe plus. Et ça a un prix, il faut aussi le dire, forcément. Et ça a un prix, bien sûr un peu que plus ça a un cher. Ludivine, vous êtes du même secteur, enfin ce secteur vous le connaissez en tout cas par cœur. Est-ce que vous avez un point de désaccord avec Toto sur tout ce qui a été dit ou pas? Non, mis à part, je sais qu'il a des problèmes de santé et que je trouve que tu t'énerves beaucoup trop. Mais tu vis ce que tu dis et peu importe que je sois passée de l'autre côté, c'est-à-dire côté politique, moi je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on ne valorise pas assez les hommes et les femmes qui se lèvent le matin tôt pour aller travailler et qui se couchent très très tard pour pouvoir clôturer leurs établissements. Et je trouve que si à un moment on ne met pas en lumière ces personnes, en fait on va perdre quelque chose. Moi, la première question que je lui ai posée tout à l'heure quand je l'ai vu, c'est est-ce que tu as encore le feu? Oui. Parce que moi, c'est une question que je me pose. Alors, le feu, il l'a, on l'a entendu pour d'autres choses. Toto, c'est aussi pour ça qu'on voulait vous mettre en lumière ce soir, parce que vous êtes le visage de tous ces gens qui se battent pour maintenir notre restauration à flot. Vous allez avoir le mot de la fin, et puis on va rendre l'antenne, Toto. C'est gentil. Eh bien, je fais un appel. C'est où la caméra? Droit devant vous. Eh bien, je fais un appel à tous les restaurateurs, tous. Nous avons une fédération Horeca depuis l'époque de Ludivine, avec des gens hyper compétents. Mathieu est un gars formidable. C'est un gars génial. Téléphonez-lui, expliquez-lui vos problèmes. Au plus nous sommes, au plus on se bat, peut-être on gagnera. Eh ben, je ne peux pas vous applaudir, ou en tout cas ce serait un peu modeste, mais on va le faire quand même, vous savez quoi? C'est l'appel d'un ancien syndicaliste qui a gardé ça dans ses veines, tout comme le monde de l'Horeca que vous avez évidemment en vous. Il est l'heure de demander à Anna le programme du soir, qui sera peut-être un peu plus léger que la colère que portait Toto. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir, Anna? Alors Thibaut, voici le menu télé de ce soir sur LN24, 19h20, Échappée belle au Québec. J'espère que vous avez pris votre doudoune, Thibaut. 20h... Ah, Anna a coincé. Anna a bugué. Nous allons donc lui dire au revoir. Eh ben ouais, c'est ça l'intelligence artificielle. Ouais. Rien ne remplace les artisans comme Toto. On en a eu la preuve ce soir. On vous laisse avec Échappée belle, suivi de section de recherche. Ce sera à 20h20 sur LN24. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut.